Édition spéciale, ce matin nous sommes ensemble jusqu'à 9 h, édition spéciale consacrée à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza normalement ce matin et également à la libération attendue des otages, 3 normalement. Aujourd'hui pour en parler nous sommes en direct avec Denis Charbit, professeur à l'Université ouverte d'Israël. Denis, merci d'être avec nous. Bonjour Eva, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord Denis, comment vit-on cette journée en Israël? Hier on l'a vu, hier soir comme toutes les semaines il y a eu de grandes manifestations. Comment est l'ambiance ce matin en Israël? Alors je dirais pour revenir sur hier soir, c'était moins une manifestation avec le corollaire, la connotation de protestation, qu'un rassemblement. Voilà, un rassemblement dans la prière d'ailleurs. Il y a eu une prière de Havdalah qui a eu lieu dans un endroit à Tel Aviv, sur le même endroit, enfin sur la même place où se réunissent tout le monde. Et je dirais que l'ambiance est dans la retenue. L'ambiance est une tension nerveuse très forte parce que voilà, nous sommes au début du dénouement provisoire. Voilà, vous voyez, début du dénouement parce que aujourd'hui 3 personnes vont être libérées, 3 personnes vivantes, et provisoire parce que quand on y pense, et on y pense, tout cela ne concerne que un tiers, 33 des 98 otages retenus encore. Et ça, on en prend un petit peu la mesure, mais pas encore totalement parce qu'on veut, comment dirais-je, participer à l'émotion collective, se réjouir des 3 premières qui aujourd'hui vont fouler le sol israélien de nouveau. Mais l'inquiétude, la tension va être étalée sur un mois. Et puis ensuite, sur 40 jours, et puis ensuite, c'est le sort des 66 qui... oui, où on ignore pour l'instant effectivement ce qui va se passer. Alors, Denis, il y a aussi, bien évidemment, en échange de ces otages, de ces 33 otages, la libération de 1890 Palestiniens qui sont détenus en Israël. Parmi eux, on a eu une première liste de 14 libérables. Parmi eux, effectivement, il y a des terroristes qui ont du sang sur les mains, qui ont commis des attentats, qui ont fait beaucoup de morts, beaucoup de victimes. On parle d'accords de libération, d'otages, d'échanges. Est-ce que c'est un échange ou est-ce que c'est une... ou est-ce qu'Israël paye une rançon? Oui, elle paye une rançon. C'est toute la différence entre le cas des otages qui ont été pris chez eux, dans leur maison, dans leur foyer, au festival, dans les kibboutz ou à Sderot et où résidaient ces personnes, et tous ceux dont vous parlez qui ont été, pour la plupart, arrêtés, jugés, condamnés pour des crimes auxquels ils avaient participé, dont ils avaient été les auteurs ou les complices, et c'est toute la différence, et qui ont, voilà, pour une grande part purgé partie importante de leur peine, mais pas toute la peine pour laquelle ils avaient été condamnés. Alors évidemment, Denis, évidemment, tout le monde a en tête, parce qu'on en a beaucoup parlé, le fait que Yahya Sinwar avait été libéré lors de l'échange ou de la rançon pour obtenir la libération de Gilad Shalit. Là, évidemment... ça, c'est dans tous les esprits. La Haute Cour de justice, ce matin, a rejeté les requêtes déposées par des familles d'otages et de victimes de ces terroristes qui ne voulaient pas qu'ils soient libérés. C'est ça aussi toute la complexité de ces accords. Qu'est-ce que vous pouvez dire, vous qui êtes l'homme des paradoxes, notamment à travers votre livre « Israël et ses paradoxes ». Ça fait partie des paradoxes dans une journée comme celle d'aujourd'hui. Oui, et je pourrais même, pas pour faire de la publicité, faire référence au dernier qui s'appelle Israël, Impossible impossible état normal, parce que là aussi on vit quelque chose de tout à fait anormal et de paradoxal. Le paradoxe, je vais vous le dire,
Eva, puisque vous m'y incitez, c'est qu'en général, les amnisties, puisque on pourrait considérer ça comme une amnistie, les amnisties ont lieu à la fin des conflits, à la fin définitive des conflits. Il n'y a jamais eu, pour prendre la France, hein, puisque les auditeurs sont français pour la plupart, il n'y a jamais eu d'échange entre prisonniers français et prisonniers algériens du FLN au milieu de la guerre d'Algérie ou au début des accords d'Évian ou au début de la négociation. Les amnisties ont lieu toujours à la fin. Lorsque le conflit est définitivement terminé, qu'on signe un traité de paix, alors on dit voilà, il y en a chez nous, il y en a de l'autre côté, et on les échange. Qu'est-ce que ça nous dit le fait, effectivement, qu'est-ce que ça nous dit le fait que ça ait lieu maintenant, ces libérations sur Israël, sur ce qui se passe avec le Hamas? Qu'est-ce que ça nous dit concrètement? Alors, ça dit quelque chose, je dirais, de la mutation, on pourrait dire historique sur le plan de la psychologie collective qu'a connu Israël des années 70 quand des premières prises d'otages avaient lieu à aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis, on va dire, les années 80. C'est-à-dire que Israël a été longtemps connu comme étant le pays qui ne transigeait pas, qui ne traitait pas avec les terroristes, quitte à sacrifier les otages, et vous aviez une population israélienne qui était, comment dirais-je, consentait à ce qu'on ne cède pas devant la pression terroriste. Ce n'est plus la même société israélienne aujourd'hui. Israël aujourd'hui, et à propos de paradoxe, c'est l'effet inverse, c'est le comportement inverse. À l'exception de ces familles que vous avez citées tout à l'heure, qui protestent contre tout type d'échange à cause des précédents, dont je rappelle d'ailleurs, autre paradoxe, ces deux échanges qui ont déjà eu lieu dans l'histoire d'Israël, les trois, si j'en cite même un troisième, mais c'était quelques personnes seulement, ce sont trois leaders du Likoud qui l'ont fait. Yitzhak Shamir en 83, Ariel Sharon en 2004, et Benjamin Netanyahou à deux reprises, en 2011 et en 2025. C'est pas les leaders de la gauche qui ont fait ça. Alors justement, il y a ça aussi. Il y a le leader du parti Force Juive, Itamar Ben-Gvir, qui a dit qu'il démissionnait ce matin. Est-ce que, parce qu'il est contre cet accord, il n'est pas le seul, hein. Il y a d'autres ministres qui ont voté contre cet accord. Est-ce que Binyamin Netanyahou, en concluant cet accord, finalement met sa coalition en danger là, après? Est-ce qu'elle risque de tomber? Non, je ne crois pas que sa coalition est en danger. D'ailleurs, Itamar Ben-Gvir a bien précisé qu'il n'apporterait pas ses voix à toute motion de censure présentée par l'opposition. Et puis, d'autant que sur le plan strictement arithmétique, on est obligé malheureusement de faire là aussi de la cuisine arithmétique. Le gouvernement actuel dispose d'une majorité de 68 députés. Enlever 7 députés de Force Juive, ça fait 61. 61, c'est une majorité parlementaire. Et d'autant que Ben-Gvir, comme je l'ai dit, a ajouté qu'il ne participerait à ne donnerait aucune consigne de vote pour une motion de censure déposée par l'opposition du centre et Lapid, Gantz, etc. Pourquoi est-ce que des partis comme Force Juive, comme l'aile droite, tiers du Likoud, se sont emparés de ce sujet des otages de cette façon-là? Puisque vous venez de le dire, Denis Charby, tous ceux qui ont échangé des otages au cours de l'histoire israélienne, c'était plutôt des hommes de droite. Ce n'étaient que des hommes de droite. Ça, je le dis pour montrer la complexité de la situation qui n'est pas réductible à gauche et droite, enfin à la manière dont on définit en Israël en général la gauche et la droite. Ça, c'est alors pourquoi Et alors, vous avez 30 secondes pour me dire pourquoi. Donc, on pourrait penser que une partie d'entre eux pensent comme cela parce qu'ils sont fidèles à cet esprit qui avait été celui d'Israël dans les années 60 et 70. Peut-être. Pour Ben-Gvir, c'est clair. Il l'a dit d'ailleurs. C'est parce que lui ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu ni provisoire, à plus forte raison permanent. Et d'ailleurs, Netanyahou ne cesse de se dédouaner dans son discours qu'il a prononcé hier soir en disant « Nous avons obtenu des Américains la possibilité de reprendre les hostilités », puis 3 petits points, si le Hamas
viole l'accord. Ah bah, bien entendu que si le Hamas viole l'accord, bien entendu qu'on n'a pas besoin d'être Netanyahou pour penser que la guerre va reprendre. Merci beaucoup, Denis Charbit. On y reviendra bien sûr avec vous. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université ouverte d'Israël. Bonne journée. Bonne journée. Radio J, le 6-9, Eva Soto.